Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 2 février 2024. Dans les détails des informations de ce jour, la présidence de la République a ouvert le reboisement pour les institutions gouvernementales ce matin dans l'enceinte du Palais d'État d'Yaoundé. Une superficie de 3 hectares a été plantée d'arbres et les arbres ont été plantés spécialement pour décorer l'allée centrale. L'entrée des invités d'honneur dans le palais, nous donnons l'exemple et nous montrons la voie pour les institutions à travers ce reboisement, a déclaré le président de la République, André Rajoelina, qui a dirigé tous les employés de cette institution. Judical Radjanirin, sous les images de André Rajoelina. Ce matin, le président de la République, André Rajoelina, a pris part à un reboisement organisé par la grande famille du personnel et des organismes rattachés à la présidence de la République. Une semaine après le lancement officiel de la saison de reboisement à Imirtiatousk, dans la ville de Tanamaswanju, la présidence a effectué du reboisement aujourd'hui dans l'enceinte du palais présidentiel d'Yaoundé. Ainsi, toute l'équipe présidentielle s'est attelée à planter de jeunes pousses le long de l'allée centrale, à l'entrée des invités d'honneur dans le palais d'État d'Yaoundé, ainsi que dans quelques parties du domaine. Sous le thème « Reboisement, restaurer la nature, assurer le bien-être », le président a supervisé personnellement le reboisement de cette journée, symbolisant ainsi l'engagement de son gouvernement en faveur de la préservation de la nature. Sur une étendue de 3 hectares, pas moins de 3000 jeunes plantes ont été plantées. Le président André Rajoelina a indiqué que des arbustes fruitiers ont été plantés en plus d'autres variétés d'arbres comme le ravenal, le palissandre et bien d'autres. Nous donnons l'exemple et nous montrons la bonne voie pour les institutions à travers ce reboisement de la présidence, a déclaré le président André Rajoelina, qui a été à la tête de tous les employés de cette institution. Page politique pour continuer, le pôle anticorruption n'a jamais émis de décision mentionnant que les plaintes concernant Boulara Dzonna ont été classées sans suite. D'ailleurs, son avocat n'a pas reçu d'attestation de classement sans suite, explique le procureur général de cette instance judiciaire. Rod Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. Il existe 36 procès-verbaux liés à Boulara Dzonna. L'affaire date de 2014 à 2016. Il est accusé de blanchiment d'argent et de fraude douanière, explique Rassoua Élysée, procureur général auprès du PAC. En effet, après la descente du Bianco à Tuléar le 27 juillet 2016, il a été constaté que Boulara Dzonna a fait des fausses déclarations douanières concernant les tonnes d'huile qu'il avait importées. L'affaire était en instance après le décès du procureur général qui était censé la traiter. Mais aujourd'hui, l'affaire a été réexaminée et selon le code douanier, il est possible de poursuivre les fraudeurs pendant 30 ans. Le PAC n'a pas encore envoyé d'avis indiquant que l'affaire est classée sans suite, poursuit les explications. Toujours d'après les informations, Boulara Dzonna attend une décision de justice qui sera rendue le 20 février. Ensuite, l'ambassadeur du Maroc à Madagascar et le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République populaire de Chine ont rendu une visite de courtoisie auprès du président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, hier au palais d'Anoussikeli. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération. Les visites de courtoisie effectuées par les ambassadeurs résidant à Madagascar au Sénat se poursuivent. Hier, le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar, Zhang Wei, et l'ambassadeur du Maroc à Madagascar, Mohamed Benjilani, ont rencontré le général Ravalomanana Richard. Le renforcement de la coopération entre le Parlement malagasy et le Parlement chinois a été discuté lors de la rencontre avec le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar. Pour rappel, la République populaire de Chine est déjà partenaire de Madagascar et participe activement au développement des communautés territoriales décentralisées dans les domaines multilatéraux, économiques, diplomatiques et sociaux. Le président du Sénat a exprimé sa volonté de poursuivre et de renforcer cette coopération. Il y a une très bonne relation entre les deux pays. On a de très bonnes coopérations. C'est aussi entre les parlements de deux pays, on a toujours des échanges de coopération. C'est dans ce but que l'objectif que je viens ici,
C'est une excellente proposition pour parler un peu de la coopération, aussi pour des projets de coopération entre aussi. L'ambassadeur du Maroc à Madagascar, Mohamed Benjilani, a également été reçu par le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard. L'objectif de la discussion entre les deux parties était de renforcer la coopération entre le Sénat malagasy et la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc. Madagascar et le Maroc ont une coopération et une relation interparlementaire très avancée. Nous travaillons beaucoup ensemble. Le Sénat de Madagascar connaît très bien le Maroc pour, je dirais, ce contact direct qui a toujours existé entre les présidents de la Chambre des conseillers chez nous et les différents présidents du Sénat. Donc à ce niveau-là, je pourrais dire que la relation est excellente. Alors elle est excellente bien sûr en bilatéral, mais elle est aussi excellente en termes de concertation au sein des instances législatives, aussi bien africaines que de la francophonie, où le Maroc et Madagascar travaillent ensemble, se concertent ensemble et essaient de faire avancer toutes les grandes questions qui touchent aux législatives des deux pays bien sûr, mais aussi de notre continent africain. Le président du Sénat a annoncé que les 16 et 17 février 2024, une délégation du Sénat de Madagascar participera à une réunion parlementaire internationale au Maroc. Dans un tout autre sujet, la délivrance des passeports sera améliorée et accélérée. L'objectif est d'éviter les longues files d'attente tôt le matin et les déplacements pour obtenir des passeports, mais aussi de lutter contre la corruption, a déclaré hier le ministre de la Sécurité publique. Felana Rakoutoir-Soul sur les images de Hassan Rafal Zanaj. Après de nombreuses plaintes reçues par la police nationale dans la délivrance de passeports, le service sera amélioré. Chacun pourra donc prendre rendez-vous pour la remise des documents et les modalités de délivrance sur le site de la police nationale à partir de la semaine prochaine. Il sera également accéléré à 60 heures pour ceux qui s'en occupent localement, si c'était 72 heures auparavant. L'amélioration de l'administration qui fait partie de la politique générale de l'État est l'amélioration de l'administration des affaires publiques qui comprend la lutte contre la corruption, la mise en œuvre du capital humain ainsi que la promotion de la production de l'industrie. Il s'agit d'un projet d'amélioration du ministère que nous essayons de réaliser dans un délai de 100 jours, souligne le ministre de la Sécurité publique. Il y a eu également une nouvelle ordonnance pour le paiement des frais de confection du passeport. Le ministre de la Sécurité publique appelle également chacun à signaler au bureau de l'IGPN à Nouss d'éventuels cas de corruption. Et concernant la suite de l'affaire de kidnapping à Nkazbé, 11 personnes suspectées dans cette affaire ont été déférées hier au tribunal de première instance d'Nkazbé. À l'issue de ce déferment, 10 personnes des 11 personnes suspectées ont été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Nkazbé. Une personne a été mise sous contrôle judiciaire. Leurs chefs d'inculpation sont association des malfaiteurs, enlèvement et séquestration de personnes, assassinat, vol à main armée et complicité à Ntanetbé et en corrélation avec les faits dans d'autres villages du district d'Nkazbé. La prison n'est pas un lieu de détention et de punition, elle est également un centre de réinsertion sociale. Mais que se passe-t-il vraiment dans ces prisons? Ruth Rissel Rakout-Malal et Yves Janel font part des résultats de cette enquête qu'ils ont menée à la prison de Touamasn, également connue sous le nom de prison d'Ambalatafouank. Le Funzabe de Touamasn, également appelé Ambalatafouank, est la deuxième plus grande prison de Madagascar. Elle a été créée en 1905. Comme dans toutes les prisons, sont enfermés ici ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont commis des délits mineurs, des hommes comme des femmes et des mineurs, explique le chef d'établissement Vunzi Stéphane Sanzafla. Certains d'entre eux n'ont pas encore été condamnés, tandis que d'autres purgent leur peine. Selon la politique générale des prisons d'aujourd'hui, les prisons sont utilisées pour corriger, pas seulement pour punir. Les prisonniers sont pris en charge et bénéficient d'une formation professionnelle en ouvrage métallique, en pâtisserie ou en broderie. Ils bénéficient également de l'enseignement des langues étrangères telles que le français et l'anglais, et de l'alphabétisation pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, explique la Lauersou Belala Rosita, éducateur spécialisé.
La prison est comme une petite communauté contrôlée. Toutefois, les droits des prisonniers sont respectés. En cas de maladie, les prisonniers bénéficient de soins. Ils sont envoyés à l'hôpital si la prison ne peut pas s'occuper de leur cas. Ils sont pris en charge en cas de détresse psychologique. Le but est que les détenus changent à la fin de leur peine et pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie au sein de la communauté. Il faut rappeler que les récidivistes ne bénéficient pas de grâce lorsque le président de la République en accorde. Dans un tout autre contexte, un atelier de restitution concernant la participation de Madagascar à la 28e conférence des parties COP28 des Nations Unies sur le changement climatique s'est tenu hier à Nosy. Parmi les avantages figure le financement des pays développés pour les pays vulnérables qui souffrent des conséquences néfastes du changement climatique. D'autre part, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a déclaré que davantage d'opportunités seront données aux jeunes lors de la prochaine édition de la COP et qu'ils recevront une formation pour pouvoir convaincre lors des plaidoyers. Mervoulat Sferin sur les images de Braz Denilson. Un financement à hauteur de 700 millions de dollars a été apporté par les pays développés à travers le Fonds pour les pertes et dommages constatés lors de la COP28 qui s'est tenue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. Parmi ceux qui ont participé à ce fonds figurent l'Union européenne, les Émirats, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et bien d'autres. Ce fonds est accordé aux pays vulnérables comme Madagascar face au changement climatique. D'autre part, l'un des points soulignés par le ministre de l'Environnement et du Développement durable est l'implication des jeunes dans la prise en charge de leur avenir dans la lutte contre le changement climatique. Le niveau de plaidoyer auquel les jeunes seront confrontés est élevé et difficile, mais ils ont été préparés et ont reçu les formations nécessaires pour y parvenir. Lors de cet atelier de restitution, les résultats concrets de la participation de la délégation malagasy à la COP28 du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï ont été annoncés. Les accords conclus, les initiatives lancées et les engagements pris en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique et de promotion du développement durable a aussi été présentés. Concernant les actualités sportives, de nombreuses compétitions attendent les joueuses de football, tant au niveau national qu'international. Les joueuses qui composeront l'équipe nationale féminine de football pour cette saison seront sélectionnées lors de ces compétitions nationales. Felena Rakoutoarsoul et Ansar Hatsanraville. Il y aura des détections des joueuses qui composeront l'équipe nationale malagasy lors des compétitions nationales qui se dérouleront cette saison, a indiqué aujourd'hui le président de la commission du football féminin, Johnny Rakoutoarsoul. En effet, cela faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de changement parmi les joueuses qui composent l'équipe nationale féminine de football. Ainsi, le calendrier des compétitions pour la catégorie féminine sera connu prochainement selon les informations. Place maintenant aux actualités internationales. Des milliers de manifestants de différents pays et plus d'un millier de tracteurs ont envahi les rues de Bruxelles jeudi aux abords d'un sommet de 27 sur fond de colère du monde agricole. Devant les bâtiments bruxellois du Parlement européen sur la place de Luxembourg, une foule dense réunit des manifestants belges, français, espagnols, italiens, portugais ou encore allemands. France 24. Autour des bâtiments abritant les institutions européennes, le face-à-face est tendu entre les agriculteurs et les forces de l'ordre. Certains leur jettent des œufs, des pierres et projectiles en tout genre, quand d'autres allument des feux, symbole de leur colère envers les dirigeants. À quelques pas de là, ces autres agriculteurs sont rassemblés dans le calme. Des exploitants de toute l'Europe, et en particulier des Espagnols, Français, Italiens et Portugais, qui ont investi cette place de Bruxelles avec leurs tracteurs. Un seul mot d'ordre, sauver le secteur agricole. Nous sommes ici pour nous joindre à d'autres jeunes agriculteurs européens, afin de parler d'une voix unique. Nous voulons sauvegarder nos traditions, nos agriculteurs et la qualité de nos aliments. Dans leur viseur, les 27 dirigeants de l'UE réunis en sommet à Bruxelles. Les agriculteurs leur reprochent les excès de normes très contraignantes pour leur activité, mais aussi la concurrence déloyale à laquelle ils font face lorsque l'UE lève les quotas et droits de douane. Pour les syndicats du secteur agricole, il faut maintenir la pression à l'approche des élections européennes prévues en juin.
Les élections européennes approchent et les politiciens sont très nerveux, tout comme la Commission européenne. Et je pense que c'est le meilleur moment pour que tous les agriculteurs européens descendent ensemble dans la rue. Nous ne pouvons pas attendre 5 ans de plus pour que la législation change. Pour calmer la grogne, la Commission européenne a annoncé une limitation des importations agricoles en provenance d'Ukraine et un assouplissement de réglementations environnementales. Des mesures jugées insuffisantes par les agriculteurs. La diplomatie s'active en coulisses pour tenter d'imposer une seconde trêve plus longue que celle d'une semaine en novembre dernier et qui avait permis la libération d'une centaine d'otages retenus à Gaza et près de 300 Palestiniens écroués en Israël. Reportage sur les images de France 24. Hamas est sous pression, tout comme Israël d'ailleurs. Israël est sous pression des États-Unis pour accepter cette trêve, pour accepter un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens dont certains sont impliqués dans des attentats contre des Israéliens. Les Israéliens sont aussi sous pression de leur propre opinion, des familles des otages qui manifestent très régulièrement. Mais c'est la même chose du côté du Hamas, d'une certaine manière, qui lui subit la pression du Qatar, de l'Iran, d'autres États arabes. Et donc, eh bien, il y a des arbitrages également au sein du Hamas qui doivent s'opérer entre une branche plus dure, une branche plus modérée, plus prompte à accepter un accord. Le Hamas veut éviter de perdre la face puisque vous savez que les opérations militaires se poursuivent dans la bande de Gaza, que l'armée israélienne aurait encerclé maintenant la ville de Khan Younes, qui est le dernier grand bastion du Hamas dans la bande de Gaza, et que eh bien, le mouvement islamiste exige que l'armée israélienne quitte le sud de la bande de Gaza, évacue même toute la bande de Gaza en cas de cessez-le-feu, ce que refusent pour l'instant les Israéliens. On ne connaît pas exactement dans les détails les contenus de cet accord, mais en tout cas, il semble qu'effectivement, il y ait des désaccords profonds au sein même du mouvement islamiste Hamas concernant ce projet de trêve. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a salué l'accord sur une nouvelle aide financière de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, preuve à ses yeux que la forte unité de l'Union européenne. Il a déclaré sur les réseaux sociaux que ce soutien financier allait renforcer la stabilité financière et économique de l'Ukraine à long terme, ce qui n'est pas moins important que l'assistance militaire et les sanctions contre la Russie. France 24. Le président s'est exprimé très rapidement après cette décision des 27. Ce matin, il a parlé d'une unité claire de l'Union européenne. Ce n'est pas le seul à avoir pris la parole. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a parlé d'une avancée historique, d'un pas historique de l'Europe. Il s'est également exprimé sur ce que signifiait justement cette décision, ce déblocage. Pour lui, eh bien, ça prouve tout simplement que tout ce qui a été dit ces dernières semaines, ces derniers mois sur une supposée, ce sont ces mots, une supposée fatigue des alliés, un supposé ralentissement de leur motivation à aider l'Ukraine, eh bien pour lui, cette prise de décision des 27, ce déblocage des 50 milliards d'euros, eh bien tout simplement, ça prouve que ce n'est pas le cas. Alors pour Kiev, évidemment, c'est un signal fort qui est envoyé par Bruxelles, non seulement de soutien envers l'Ukraine, mais aussi un signal fort envoyé au niveau transatlantique. Et là, le président Zelensky qui a parlé de ce signal fort transatlantique, eh bien, il s'adresse directement à l'allié de Washington, puisqu'on est toujours en attente, on est toujours dans l'incertitude quant au financement américain, quant au futur de l'aide américaine, qu'il s'agisse d'une aide financière ou militaire. Donc il y a beaucoup de gratitude ici pour la décision de Bruxelles, et pourtant on reste encore dans l'incertitude quant au futur de l'aide, notamment sur le volet militaire. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Bonne continuation sur Viva. Au revoir.